Et quand les autorités arrivent sur le camp, alors là c'est un véritable carnage, les corps sont littéralement empilés. La vision est très difficile à décrire. Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci du fond du cœur, je tenais à remercier tous les nouveaux qui se sont abonnés à la chaîne. On est à plus de 400 aujourd'hui et tout ça, et je voulais le remercier particulièrement grâce à Révélateur X qui a fait une vidéo sur les 11 chaînes à voir sur YouTube qui parlent de paranormal ou de true crime, et j'en fais partie, donc un énorme merci. Je continue cette petite parenthèse également pour vous dire que, étant donné qu'en ce moment je suis en pleine période de partiel, ça risque d'être compliqué pour moi de vous produire des vidéos et vous les sortir vendredi à 18h15 pile. En tout cas, merci beaucoup pour votre patience, pour votre soutien, et bonne chance à tous les autres étudiants qui sont également en partiel. On y croit. C'est la dernière ligne droite, on va y arriver. Alors aujourd'hui en plus, sujet un petit peu particulier puisqu'on va parler des sectes. On n'en a jamais vraiment parlé, ou en tout cas fait un sujet tout entier. C'est vrai qu'il y a eu des affaires de disparition où, comme théorie, les coupables pourraient être des sectes. Mais aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands suicides collectifs de l'histoire qui a vraiment marqué ce 20e siècle, ce 21e siècle. Et en particulier, on va parler de Jim Jones et du Temple du Peuple. Donc sans plus attendre, mettez-vous confortablement, prenez un truc à manger, c'est l'heure du crime, générique. Basically, I was a normal person. That was part of my, I guess my what's called fantasy. The missing from this morning, she's 8 months pregnant. My gun was under the seat. Alors on a reparlé de Jim Jones dernièrement avec la sortie du film Midsommar, qui est un film suédois sorti en 2019 qui a fait quand même assez sensation sur internet puisque ça parlait du coup de l'intérieur d'une secte. Et la secte de Jim Jones, les Temples du Peuple, au départ partait, on va dire, d'un bon sentiment. Elle était vue plutôt d'un bon œil, mais aujourd'hui on en parle plutôt comme étant l'archétype même de la secte dangereuse et qui a marqué profondément en fait l'histoire de ces dernières années, de ces dernières décennies, et on va tout de suite plonger dans le pourquoi du comment. Alors premièrement, qui est Jim Jones? Jim Jones, il naît en 1931 dans l'Indiana. Son père, potentiellement alcoolique, ça va vraiment dépendre des sources, mais surtout sa mère, c'est là où on sait un petit peu plus sur elle, était une ouvrière syndicaliste, et en fait elle passait énormément de temps du coup à l'usine et laissait son fils régulièrement seul. Et en fait c'est une voisine qui va faire toute son éducation religieuse. Elle va l'amener au catéchisme, elle va l'amener à l'église le dimanche, etc. Donc vraiment il va être très très tôt baigné dans une dimension religieuse. Et donc, vous allez voir à travers toute l'historique, il a eu quand même assez de mal à s'attacher à une seule église. On va dire qu'il va vraiment un peu toutes les tester, et la première vraiment qu'il va tester, ça va être Gospel Tabernacle, qui est en fait une église pentecôtale, et il va lui-même évangéliser et prêcher dans la région jusqu'à ce que sa mère lui interdise. Par exemple, à 15 ans, il va commencer à évangéliser des inconnus dans la rue, il va commencer à faire le prêche auprès des enfants de son école, etc. À l'âge adulte, il va tout remettre en question. Il va se marier à Marceline Baldwin, et en fait, il va peu à peu se détourner de la religion pour plutôt s'intéresser au communisme. Il va vraiment changer du tout au tout, c'est-à-dire qu'il va même interdire à sa femme de prier à genoux, parce que pour lui c'est impossible que sa femme s'agenouille devant un dieu imaginaire. Et vraiment on va dire que les années quand il est adulte, il va vraiment faire un petit peu ping-pong entre ses croyances, il va changer d'avis tout le temps, tourner de page, etc. Par exemple, il va s'intéresser à l'église méthodiste en 1950, parce que pour lui cette église est beaucoup plus ouverte d'esprit, etc. Puis après il se dit non, en fait je vais plutôt faire des études de droit. Et après il se dit non, en fait je vais devenir pasteur, parce que pour lui en fait être pasteur c'était vraiment la preuve de son marxisme. Et après il se dit bah du coup je vais plutôt me tourner vers l'église pentecôtiste, parce que pour lui il y avait tout ce côté très théâtral, très avec tous les miracles, etc. qui l'attirait vachement.
Et d'ailleurs, il va commencer lui-même à faire des sortes de guérisons miraculeuses, etc. Donc, il s'essaye un petit peu à beaucoup de choses et commence à développer son charisme. Et ça, c'est très important pour un leader de secte et on va le voir après. Et franchement, au début, on va dire que c'était plutôt louable. Ses idées, ça partait d'un bon sentiment. Avant de devenir le temple du peuple, sa communauté, on va dire, s'appelait les disciples du Christ. Et toute son idée, ça reposait sur le fait que les Noirs devaient être traités de façon égale aux Blancs, qu'il y avait zéro distinction. Et il aidait beaucoup dans les quartiers défavorisés notamment. Il a commencé à adopter pas mal d'enfants de différentes origines, de différents milieux, etc. On appelait même sa famille la famille Arc-en-Ciel. Et on va du coup en venir au début du Temple du Peuple. Donc, Temple du Peuple, ça a été créé en 1955 et au début, ça attirait quand même que des blancs, mais petit à petit, il y a quand même eu de plus en plus d'Afro-Américains qui se sont intéressés à ces idées. Et également, petit à petit, et c'est là qu'on commence un petit peu à avoir un peu la genèse de la secte, Jim Jones a commencé à demander à ses fidèles de quitter leurs emplois, de quitter leurs possessions, et vraiment de tout mettre au service du Temple du Peuple, que tout leur esprit ne soit que pour la secte. Et là encore, c'est assez bien déguisé, c'est très louable en apparence, il va faire des soupes populaires, il va faire des classes d'alphabétisation, etc. Mais en réalité, il va commencer un petit peu à recruter notamment des mères célibataires. Et ensuite, et là on coche un petit peu toutes les cases de comment faire une secte en 10 étapes, un peu on va dire. Il va commencer à se faire appeler père et il dit qu'il est la réincarnation de Jésus, de Moïse, de Lénine, d'Akhenaton, de Bouddha. Et donc il commence à cultiver un petit peu sa personnalité très charismatique et il va commencer à devenir ami ou se faire approcher par des personnalités très intéressantes, notamment politiques, entre autres Rosalind Carter qui était la femme du président à l'époque. Et bon, je vais aller un petit peu vite, là on va un petit peu squeezer toute une étape de la vie du Temple du Peuple, mais bien entendu c'est un sujet ultra vaste, je vais vraiment en venir à la période qui nous intéresse. Donc, à la suite d'un contrôle fiscal en 1977, il décide, lui, sa famille, ainsi qu'à peu près 1000 membres de la secte du Temple du Peuple, il décide de déménager en Guyane et de s'installer vraiment en plein milieu de la jungle et ils vont créer une sorte de communauté complètement utopique qu'on va appeler Jonestown pour donc Jim Jones. Et très clairement, il dit que tous les fidèles qui ne le suivent pas jusqu'en Guyane vont être réincarnés en des êtres inférieurs, comme par exemple des bactéries ou des petits mollusques, etc. Et là encore, il va vraiment imposer une domination financière, c'est-à-dire qu'il va demander à ses membres de vraiment, il va déposséder ses fidèles, de dire à leur famille de ne pas aller les chercher pour éviter qu'il y ait des sortes de représailles de la part de ceux qui ne sont pas dans la secte. Et également, il va imposer une domination physique, donc en fait, il va imposer à de jeunes hommes des relations sexuelles, souvent non consenties. Il va organiser tous les mercredis soirs des réunions de catharsis où en fait tout le monde va un par un peu confesser leurs péchés et ils vont recevoir les punitions qu'ils méritent. Donc au début c'était plutôt soft, on disait d'accord, ok, pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de répercussions on va dire, mais au fur et à mesure du temps passé en Guyane, ça va devenir de plus en plus horrible. Et chose qui m'a fait quand même assez rire, c'est que parfois il faisait même un match de boxe entre deux personnes qui avaient péché par exemple. Et bien entendu, il va régir toute sa secte d'une main de maître, c'est-à-dire qu'il va créer une élite parmi toute la secte. Les conditions de travail sont quand même extrêmement dures parce que bien entendu il faut aller chasser, pêcher, cueillir, mais parfois en fait il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, il y a des files d'attente énormes le midi et également ils vont demander à tous les fidèles d'écrire une lettre où ils confessent avoir violé un enfant ou par exemple projeté de tuer le président des États-Unis et en fait ils gardent ça un petit peu on va dire comme otage, c'est-à-dire que si ces membres décident un jour de partir, ces lettres vont être diffusées et il y aura des répercussions énormes et horribles sur eux. Et il va également demander à tous ses fidèles d'écrire leurs peurs les plus profondes, les plus noires, et il va les utiliser contre eux. Par exemple, les enfants désobéissants vont être électrocutés ou alors enfermés dans un puits abandonné, donc c'est vraiment, ça blague pas, ça doit filer droit.
Et en plus de ça, bien entendu, il y a des cours de socialisme, d'alphabétisation et également des grands plans de scénarios d'apocalypse où il va répéter de temps en temps la marche à suivre. Si par exemple, bah tiens, on va tous se suicider, il fait croire parfois certains soirs, buvez, il y a du poison dedans et en fait il n'y a absolument rien, mais c'est vraiment pour inciter, distiller un peu cette forme de peur et cette forme d'autorité qu'il a sur eux. En novembre 1978, Leo Ryan, qui est un membre de la Chambre des représentants, va se rendre en Guyane à Johnstown pour mener une enquête sur les conditions de vie qui étaient contraires aux droits de l'homme suite à des plaintes notamment de parents qui ont compris un petit peu trop tard qu'ils ne reverraient jamais leur enfant. Et en fait, il est accompagné d'une équipe de reporters et il va commencer à interviewer un peu tous les habitants. Et le matin du 18 novembre, c'est vraiment, on va dire, une journée chargée en émotions. Il va se passer beaucoup de choses, donc accrochez-vous. Donc le 18 novembre, c'est le moment où Leo Ryan est censé repartir pour les États-Unis. Donc il y a certains habitants qui lui ont demandé de partir avec lui. Donc avec son équipe, ils montent dans un camion, ils vont jusqu'à leur avion. Et en fait, tout va bien jusqu'à ce qu'on voit une sorte de fumée au loin. Et là, on voit arriver un tracteur avec des hommes armés à bord. Et donc ils comprennent très bien, très vite, que c'est des membres un petit peu de la garde rapprochée de Jim Jones qui vont tenter de les dissuader de partir. Donc Léo commence à descendre de l'avion, veut essayer de négocier, seulement ça va être un premier carnage, on va dire, puisque ils vont tuer tout le monde, Léo, les reporters, tous ceux qui voulaient un petit peu partir de cette vie atroce, donc ils vont tuer tout le monde. Et le soir même, plus de 900 habitants, y compris plus de 300 enfants, vont mourir dans ce qu'on appelle le plus grand suicide collectif de l'histoire. En fait, Jim Jones a très vite compris qu'il ne pourrait jamais échapper à une enquête sur la mort plus que suspecte de Leo Ryan quand on va retrouver les corps criblés de dettes. Et en fait, il a peur que les déserteurs qui ont quand même réussi à s'enfuir dénoncent les conditions de vie qu'il y a dans le camp. Du coup, il va organiser ce qu'il appelle l'opération suicide révolutionnaire, qui est, comme je l'ai dit plus tôt, une opération qu'il a répétée quand même pas mal de fois avec ses fidèles au cours des ans. Et les infirmières vont préparer une sorte de concoction avec du soda et de la cyanure de potassium. Alors d'abord, les parents vont empoisonner les enfants parce que Jim Jones n'est pas vraiment certain de la fidélité des enfants envers lui et il trouve quand même que c'est beaucoup plus facile. Et il ne dit pas vraiment si c'est une simulation ou pas. Beaucoup pensent que c'est un exercice comme tous les autres, qu'il n'y a vraiment pas de problème. Mais d'autres qui sentent un petit peu que l'atmosphère a commencé à changer à cause de la mort de Leo Ryan commencent à plaider pour leur vie, on commence à supplier et les derniers sceptiques, on va dire, vont très vite comprendre que ce n'est absolument pas un jeu quand ils vont voir les enfants et les personnes âgées se rouler par terre d'agonie. Et là, ça va être un petit peu la panique générale. On va essayer de vomir son poison, mais on pense quand même qu'ils ont été un petit peu drogués pendant le repas avant justement tout cet empoisonnement collectif. Et la garde rapprochée de Jim Jones, un petit peu entre guillemets les soldats, vont traîner de force les personnes récalcitrantes vers les grands pots, chaudrons, marmites, cuves de poison. Et c'est vrai que c'est un petit peu étrange parce que un mois avant le suicide collectif, il avait fait distribuer des documents pour dire que tous ceux qui avaient ne serait-ce que l'idée de se suicider devaient se dénoncer parce que cela ternirait à l'énergie spirituelle de Jim Jones. Donc là, c'est un petit peu bizarre de voir qu'il prend complètement le contre-pied et qu'il n'applique même pas ses propres préceptes. Et lorsque les autorités guyanaises arrivent sur le camp de Johnstown qui ont été alertés par les survivants, c'est un véritable massacre. En fait, les survivants, ça va surtout être justement, entre guillemets, un peu les soldats, ceux qui ont traîné de force, qui se sont dit, une fois qu'ils ont vu un petit peu tout le monde par terre, qui se sont dit, on va pas prendre le poison à notre tour parce qu'on n'a pas envie de mourir. Et donc, ils ont préféré se sauver et alerter justement les autorités. Et là, vraiment, mais c'est
un véritable carnage en fait. Le sol est jonché de corps, de gobelets, même les chiens sont tués. Il y a des familles qui s'enlacent, il y a des enfants qui sont écrasés sous le corps de leurs parents. On trouve donc les cuves de poison, on trouve également des seringues avec le même poison pour ceux qui étaient un petit peu trop récalcitrants. C'est un véritable cimetière à ciel ouvert et même sur les images c'est assez incroyable et perturbant aussi de voir que on voit très clairement vu du ciel tous les corps. Pour Jim Jones, lui, il n'a pas survécu, il est mort d'une balle dans la tête. On pense que c'est lui qui s'est suicidé, qui a pointé le flingue sur son crâne et qui a lui-même pressé la détente. Mais il y a certaines théories quand même qui laissent penser qu'on n'est pas vraiment sûr que ce soit vraiment lui qui était l'auteur de sa propre mort. Certains pensent qu'en fait ce serait justement les gardes survivants qui, une fois qu'ils ont vu vraiment tout le monde mort par terre ou à deux doigts de la mort en train d'agoniser, ont décidé de tuer Jim Jones, un petit peu pour arrêter toute cette folie, un petit peu pour se venger, on ne sait pas vraiment. Bien entendu, il n'existe aucun enregistrement de pendant la mort, pendant le suicide, mais le FBI a retrouvé un enregistrement qu'on appelle Death Tape, qui dure 45 minutes, où en fait c'est tout son discours pendant justement le suicide collectif, où il dit entre autres n'ayez pas peur de la mort est une amie. Concernant le sort de tous ces morts, de tous ces corps, il y en a beaucoup qu'on a rapatriés par cercueil métallique par l'armée, mais il y en a beaucoup qui ont été mis dans une fosse commune. C'est d'ailleurs un mémorial aujourd'hui parce que premièrement le rapatriement depuis la Guyane est quand même relativement cher et ensuite parce que beaucoup de familles avaient un petit peu honte en fait d'enterrer leurs membres, leurs morts parce qu'ils faisaient partie d'une secte, il y avait une sorte un petit peu de tabou avec ça. Et concernant la pop culture, comme tous les épisodes, on va regarder un petit peu la façon dont il a inspiré la culture qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a notamment un film, The Sacrament de T. West en 2013 et également il est joué par Evan Peters dans la saison 7 de American Horror Story. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous préférez plutôt les sujets sur les sectes, les sujets sur les tueurs en série, sur les disparitions, etc. Bienvenue encore une fois à tous les petits nouveaux. N'hésitez pas aussi à suivre la chaîne sur Instagram pour avoir un petit peu toutes les updates ou alors je fais souvent des sondages pour savoir quel sujet vous préférez pour la prochaine vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. On croise les doigts en tout cas. Ciao!